Bienvenue à toutes et à tous. J'ai le grand plaisir de présenter notre conférencier d'aujourd'hui, le professeur Olivier Barsalou. Il est professeur du département des sciences juridiques de l'Université du Québec à Montréal, de l'UQAM, et il est également présentement chercheur en résidence en 2023 et 2024 du CERIUM, les centres d'études et de recherche internationales de l'UDM. Alors, juste à côté, ces recherches actuelles portent sur les rôles déterminants qu'a joué et joue toujours le droit international dans l'avènement de la crise mondiale de déchets. Alors, un sujet très d'actualité, très intéressant. Et aussi qu'il soit sous la forme du CO2 ou de plastique. Ces plus récents travaux sur les sujets qui ont été coécrits avec son collègue Michael Picard ont été publiés dans le Chinese Journal of International Law et dans les Research Handbook on Law, Governance and Planetary Boundaries, un ouvrage collectif qui est paru chez Edward Elgar en 2021. Alors là, aujourd'hui, il va nous parler de l'ignorance en droit et les cas du droit international de l'environnement. Je suis certaine que ça sera une conférence super intéressante, très d'actualité. Ça se déroulera de la façon suivante. Il va nous parler pendant une vingtaine de minutes. Puis ensuite, j'aurai 2 ou 3 questions pour commencer la discussion avec le professeur Barsalou. Puis ensuite, on ouvrira pour les publics, les membres du public en ligne ou en présentiel pour vos questions. Alors, on vous attend avec vos questions. Merci beaucoup. Merci à Myriam. vous. Merci Myriam pour cette introduction. Merci à vous de vous être déplacés. Je dirais, selon le standard académique, en si grand nombre. C'est vraiment apprécié. Merci particulier à Sylvain Lafleur, qui est coordonnateur du CRDP, avec qui j'ai échangé et qui a rendu possible ma visite ici aujourd'hui. Merci donc à Myriam, professeure ici à la faculté, pour cette gentille introduction. Merci aussi à mon collègue et ami Derek Mackey, professeur ici à la faculté, qui a joué les entremetteurs et qui a rendu possible ma visite ici. Aussi, avant de me lancer, peut-être 2 derniers remerciements au professeur Vermis, qui est aussi directeur du CRDP. J'ai cru comprendre que c'était un homme occupé parce que si on regarde l'agenda du CRDP, effectivement, c'est un bel et très lourd agenda que vous avez. Considérez-vous très chanceux d'avoir l'occasion de voir peut-être pas ma personne, mais autant de professeurs distingués en si grand nombre et de façon si régulière ici à la faculté. Puis, dernier remerciement, un remerciement spécial, peut-être une personne que vous ne connaissez pas, mais qui est la directrice du CERIUM, c'est Mme Laurent Deschamps-Laporte, une personne fantastique, une professeure au département de sciences politiques, qui est donc directrice du CERIUM, qui m'a chaleureusement accueilli au CERIUM pour toute la durée de ce congé sabbatique dans lequel je suis engagé depuis le début du mois de septembre. Puis je tiens à mentionner aussi qu'avant d'entrer dans cette salle, en fait, c'était Madame la juge Biche qui était présente, donc il y a comme un petit stress aussi. Je vais essayer d'être à la hauteur, en fait, de l'atmosphère qui habite cette salle. Donc, agnotologie, droit international de l'environnement. Je vais revenir sur la définition des termes, puis on va avoir l'occasion aussi d'en discuter ensemble parce qu'il s'agit d'un travail qui est vraiment en cours pour moi pour le moment. Donc, je viens vous présenter quelques bribes, quelques morceaux de réflexion que j'ai eu au cours des dernières semaines, des derniers mois. Mais plus généralement, je viens aujourd'hui vous présenter un projet de recherche qui est en cours, qui trouve donc son origine dans ma réflexion sur le droit et les déchets. Puis vous réalisez rapidement que ce déchet, comme je viens de le mentionner, en fait, si telle chose s'applique à ce que j'essaie de faire ici, est-ce qu'il s'agit bel et bien d'un projet, mais bon, cette chose en est encore à un stade plus qu'embryonnaire. Puis vous allez peut-être y percevoir aussi une certaine part d'amateurisme aussi là-dedans. J'avance à tâtons. Puis, on va y revenir. Puis, je l'ai dit là, de façon très, très, très candide. Je m'attends, j'espère avoir des questions. Puis, j'espère pouvoir avoir une discussion vraiment franche puis ouverte sur ces questions-là. Et donc, je l'ai dit avec beaucoup de candeur parce que je ne peux pas prétendre être spécialiste en philosophie du droit ou en épistémologie ou encore sur tout ce qu'on appelle la science de l'ignorance, donc l'agnotologie. Objet principal, donc, de mon intervention aujourd'hui. Ici, comme je l'ai mentionné, je ne fais que suivre mes intuitions, des intuitions qui m'habitent depuis un certain temps, puis qui découlent en fait donc de cet intérêt pour les déchets, la pollution, la toxicité, etc., les rebuts et à leur relation au droit ou à leur absence de relation avec le droit. Donc, avant d'aborder le sujet au fond, j'aimerais peut-être partager,
partager deux des multiples sources de mon intérêt pour l'étude de l'ignorance et de son rapport au droit. Premièrement, on sait que très peu de choses. Je vais essayer de pouvoir avancer. Juste un instant, je ne vois pas mon PowerPoint. Mais bon, nous, on le voit en ligne. Vous le voyez en ligne? OK, j'aimerais juste pouvoir... C'est la même chose à l'écran. Non, je ne peux pas changer de page, mais ce n'est pas plus grave. Je vais avancer sur les deux... en fait, deux faits qui animent un peu ma réflexion, mais qui ont aussi été aux origines de cette réflexion sur l'ignorance et le droit de l'environnement, et surtout en particulier en lien avec les déchets. Premièrement, on sait que très peu de choses à propos des déchets de leur cycle de vie, de leur production, de leur consommation, de leur transport jusqu'à leur élimination. Exemple 1, au Canada, la production de déchets se décompose comme suit. 98% des déchets sont ou seraient des sables bitumineux, des déchets miniers, des déchets agricoles, alors que 2%, grosso modo, seraient des déchets domestiques dans lesquels les déchets issus de votre commande de chez Uber Eats ou les pailles entreraient. Or, ces chiffres, puis c'est ça qui est important, or, ces chiffres, 98% de déchets liés à l'exploitation des sables bitumineux et des déchets miniers agricoles, excluraient donc les déchets issus de la construction, de la démolition, ainsi que les déchets institutionnels produits par des institutions telles que l'université, les écoles et aussi les hôpitaux. Et ce 98% aussi n'inclut pas non plus les déchets militaires. Pensez à toutes les activités militaires qui ont lieu à l'échelle planétaire ou au Canada, les munitions, le gaz brûlé, les explosions, etc., etc. Rien de tout ça, il est comptabilisé dans les chiffres que l'on connaît au Canada. Exemple 2, l'accord de Paris de 2015. En fait, c'est un peu compliqué, mais grosso modo, les émissions de l'aviation civile, du transport maritime et ainsi que des activités militaires sont exclues du calcul des chiffres de l'accord de Paris. Donc, on vise un 1,5 ou un 2 de réduction, en fait, pas 2 mais 2 degrés comme limite dans le réchauffement climatique, mais alors que sur la base de données qui n'incluent pas, en fait, des activités économiques et militaires quand même assez considérables. Puis c'est important aussi de mentionner ça parce que les émissions de CO2 de l'industrie du transport maritime devraient augmenter de 50 à 250 au cours des 2 prochaines décennies, grosso modo. Donc, l'idée derrière ce projet d'ignorance et de droit national de l'environnement, c'était le point de départ, c'est ça. On agit en droit sur la base d'une information qui est incomplète. Puis ce qui est intéressant dans tout ce contexte-là, c'est que comme on agit au travers du droit, au travers de traités, d'accords ou de lois à l'échelle nationale, en fait, les données sur lesquelles on se repose cette action juridique-là, en fait, apparaissent quand même assez incomplètes. Deuxièmement, à titre de juriste, je constate que les juristes, le droit, n'a que très peu de choses ou à peu près rien à dire au sujet des déchets. En fait, on ne semble pas nécessairement s'intéresser à cette chose-là. Donc, le désintérêt est des chiffres qui ignorent, en fait, d'une certaine façon, certaines réalités qui me semblent assez importantes pour comprendre puis avoir une action effective en droit sur la crise environnementale dans laquelle que l'on connaît. Et donc, comme point de départ, ces constats, en fait, plusieurs questions ont surgi dans ma tête, mais on va citer quelques-unes. Pourquoi en savons-nous si peu sur les déchets et la pollution? Comment cela se fait-il? Et quel rôle le droit joue-t-il dans la production de cette ignorance? Et ça, c'est vraiment le fil conducteur de ma réflexion. Quel rôle joue le droit dans la production de cette ignorance? C'est la question centrale de ma réflexion dans le cadre de ce petit projet de recherche sur l'agnotologie, la production d'ignorance en droit international. Avant d'esquisser une réponse ou des possibilités de réponse, j'aimerais revenir sur le rapport entre ignorance et droit. Parce que c'est important de revenir à ça, parce que l'ignorance et le droit entretiennent curieusement une relation qui est profonde et qui est quand même durable et qui est enracinée dans l'histoire de la pensée juridique occidentale à tout le moins. L'ignorance est profondément enracinée dans la conception de la justice. Pensez à la déesse justicien, la déesse romaine de la justice, qui a toujours les yeux bandés. Et donc, elle ignorait pour rendre une justice qui est peut-être plus juste, plus vraie, mais en fait, il faut ignorer en fait le statut des personnes concernées par cette décision de justice.
Pensons aussi en philosophie du droit, pensons à la théorie de la justice de John Rawls, qui propose le voile de l'ignorance comme heuristique pour développer une théorie conséquente et moderne de la justice. Pensons aussi à la méthode socratique ou à la maïeutique, méthode d'enseignement qui est largement utilisée dans les facs de droit, principalement anglo-saxonnes, mais aussi utilisée dans les facs de droit au Québec et dans le monde francophone. Donc, les exemples sont légion de cette relation entre ignorance et droit. Cette ignorance, en fait partie aussi donc, de nos représentations, de la culture du droit et de la culture de l'enseignement du droit, à tout le moins dans le monde occidental. Et donc, d'une certaine façon, l'ignorance serait ou participerait ou serait peut-être une condition presque nécessaire de la connaissance juridique, du savoir et de la vérité juridique. L'ignorance est aussi intimement liée à notre conception de la démocratie. Pensons ici simplement au scrutin secret, à ce rituel où l'on vote dans un isoloir, à l'abri des regards indiscrets. Cette ignorance mutuellement partagée, en fait, constitue aussi un socle fondamental de nos systèmes démocratiques et protège notre liberté d'expression, notamment. Mais plus spécifiquement, j'aimerais ça juste revenir sur l'articulation entre droit et ignorance. Le droit a généralement pour objectif de valider les faits, d'établir certaines vérités ou encore de générer des récits qui font autorité. Et lorsque ce n'est pas possible ou lorsque les faits sont incomplets, le droit a développé des mécanismes pour compenser l'absence de faits ou de connaissances à propos de ces faits. Le meilleur exemple de cela est le recours aux fictions juridiques, par exemple, qui nous permettent de compenser nos lacunes, dans certains cas dans la connaissance des faits ou encore des incertitudes liées à ces mêmes faits, ou concernant les intentions ou les silences d'une personne, par exemple. Il en va de même aussi des doctrines, des principes ou des théories du droit qui ont comme dénominateur commun de fournir des réponses qui sont vraies, à tout le moins théoriquement, des réponses vraies, donc, en droit, en dépit des incertitudes, des contradictions ou de l'absence de connaissances pure et simple. Un exemple de cela est le principe de précaution. En l'absence de connaissances et de certitudes, on adopte des mesures de gestion des risques afin de prévenir des dommages potentiels. Et donc, dans ce cas-ci, le principe de précaution opère dans un contexte où, sciemment, on ignore, en fait, les risques et on suppute quant au niveau, par exemple, de risque de certaines pratiques, de certains comportements. Bref, le droit avait pour objectif de gérer en partie, à tout le moins, les inconnus, ce que l'on ignore, tout en s'assurant d'être cohérent, reconnaissable, intelligible, juste ou encore prévisible. Avant d'aller plus loin, il importe de clarifier deux choses. Tout d'abord, pourquoi devrait-on s'intéresser au rapport entre droit et ignorance? Il y a deux tendances contemporaines, en mon sens, qui sont importantes de comprendre et qui justifient cet intérêt, selon moi. Avec le nouveau management public et la gestion axée sur le résultat, on constate depuis au moins une trentaine, voire peut-être même une quarantaine d'années, l'importance toujours croissante, en fait, des données probantes, des statistiques, des connaissances scientifiques et expertes dans l'élaboration et la mise en œuvre de lois, de règlements. Pensez simplement, par exemple, aux travaux du BAP, visant à évaluer les risques environnementaux liés à une pratique ou à une activité économique, où les experts, les statistiques, etc., sont invités et font partie, en fait, de la réflexion et de l'analyse juridique. Bref, le savoir occupe une place toujours grandissante dans le fonctionnement du droit. Il importe donc de s'intéresser non seulement aux conditions de sa production et de sa relation avec le droit, mais aussi au revers de ce savoir, ce qui est laissé de côté et ce qui se trouve à l'ombre, le non-savoir. Je vais revenir sur ignorance et non-savoir. Le deuxième élément, deuxième raison pour laquelle il faudrait peut-être s'intéresser à l'ignorance aujourd'hui dans le contexte juridique, que ce soit au niveau domestique ou au niveau international, c'est l'émergence de modes de gouvernance qui tentent d'anticiper, de prédire, voire de préempter le futur. Dans un contexte où l'on fait face à des incertitudes, des risques et un futur profondément indéterminé. Dans ce contexte, les savoirs scientifiques, le vocabulaire juridique se trouvent ainsi profondément imbriqués l'un dans l'autre pour faire face à un futur incertain. Pensons ici simplement au réchauffement climatique et à tous les débats scientifiques qui sont profondément imbriqués, en fait, dans l'opération des normes juridiques et réglementaires. OK. Jusqu'à présent, j'ai évoqué les faits, les vérités, le savoir, le non-savoir et bien évidemment l'ignorance. Mais de quoi est-il question concrètement? Le titre de ma présentation réfère à l'agnotologie. Et qu'est-ce que c'est? Pour faire court, l'agnotologie, c'est l'étude de l'ignorance ou, de façon peut-être un peu plus décloisonnée, c'est l'étude de la production culturelle de l'ignorance. On attribue généralement les origines de ce néologisme, agnotologie,
à l'historien des sciences Robert Proctor, un historien américain, qui s'est intéressé au tournant des années 80, début des années 90, aux stratégies délibérées développées par l'industrie du tabac qui visaient à miner la crédibilité des preuves scientifiques attestant de la nocivité du tabac et des cigarettes. Et on a vu ça à l'œuvre aussi dans le contexte pharmaceutique et dans d'autres domaines notamment. Bref, le non-savoir n'est pas simplement un vide ou l'absence de savoir. Le non-savoir serait plutôt quelque chose de sciemment produit ou à tout le moins généré et qui est une ressource pour le pouvoir. Et c'est parce que c'est potentiellement une ressource pour le pouvoir qu'il vaut la peine vraiment de s'y intéresser, de le questionner et de l'interroger. Les faits, les fausses nouvelles, les faits alternatifs, les post-vérités seraient ainsi des manifestations de la puissance des liens unissant savoir, non-savoir et pouvoir aujourd'hui. Dans le cadre de ma recherche, je m'intéresse à une toute petite dimension de la gnotologie, ce que la sociologue britannique Lindsay McGoey a nommé l'ignorance stratégique ou strategic ignorance. L'ignorance stratégique renvoie aux façons par lesquelles l'ignorance peut être mobilisée comme une ressource permettant de dissimuler ou de détourner certains savoirs ou encore d'amplifier certains savoirs au détriment d'autres savoirs. Le non-savoir permettrait de rejeter la responsabilité, par exemple, politique ou de nier toute responsabilité juridique. Donc, avant de conclure, je souhaiterais illustrer 3 stratégies génératrices d'ignorance ancrées dans le droit. Et vous comprendrez, là, c'est encore à l'état d'ébauche, mais on pourrait y revenir, on pourra en discuter. Donc, 3 stratégies génératrices d'ignorance ancrées dans le droit ou en lien avec le droit et la production du droit. Et j'emprunte ces stratégies et je les adapte au droit. J'emprunte ces stratégies au défunt professeur anglais d'anthropologie, Steve Rainer. Première stratégie identifiée par Rainer, le déni. Le déni, tout simplement, il s'agit du refus ou de l'incapacité de reconnaître la validité de certaines informations ou encore du rejet pur et simple de cette même information. 3 exemples. Là, je vous ramène peut-être sur un terrain qui est à l'extérieur du cadre strictement juridique, mais je pense que vous allez comprendre assez rapidement. Par exemple, dans le domaine du déni, les épistémologies féministes nous rappellent, que les femmes ont et sont encore régulièrement exclues des sphères du savoir et du savoir juridique notamment. Pensons simplement au débat sur la reconnaissance des victimes par les tribunaux, par exemple, et la capacité de ces mêmes tribunaux à entendre la parole des victimes. Et donc, les épistémologies féministes ont déjà identifié ce problème-là, qui, du point de vue du fonctionnement du droit, un déni de reconnaître en fait le savoir ou la parole qui pourrait être prononcée par ces femmes qui ont été victimes, par exemple, de violences sexuelles. Et qu'il en va de même aussi du savoir développé par ces mêmes femmes, parce qu'il ne s'agit pas simplement de nier leur existence, mais c'est aussi, dans certains cas, beaucoup de femmes, penseurs, etc., juristes, ont développé des théories alternatives, des théories critiques, et ces théories-là n'ont pas été nécessairement entendues ou tout simplement prises en compte par soit nos tribunaux ou soit simplement par le droit en général. Il en va de même aussi avec les épistémologies autochtones ou les épistémologies du Sud qui formulent des critiques assez similaires et que l'on nomme aussi plus généralement la sociologie des absences. Dans le contexte de la crise environnementale, l'exclusion de ces catégories de personnes et du savoir qui est associé à ces personnes, à ces groupes de personnes, ces communautés, ces nations, peut apparaître éminemment problématique dans le contexte du développement, par exemple, d'une norme juridique. On a juste à penser, par exemple, aux discours experts, par exemple, qui sont requis pour soit asseoir la preuve d'un risque, évaluer un risque, alors que, par exemple, il peut y avoir des savoirs autochtones qui connaissent bien les territoires en question et qui sont capables de juger à partir d'autres méthodologies et d'autres épistémologies ce même risque, mais qui n'est pas considéré par exemple, le droit comme étant acceptable comme preuve scientifique ou comme preuve tout court. Deuxième exemple de déni, c'est j'aimerais revenir aussi sur les exemples que j'ai évoqués au tout début. Les chiffres de réduction des gaz à effet de serre identifiés dans l'accord de Paris excluent les émissions donc produites par la navigation commerciale, l'aviation civile. Les choses sont en train de changer, mais ça, c'est un autre débat. Les activités militaires. Selon certains estimés, l'armée américaine émettrait plus de CO2 que des pays comme la Suède et le Maroc, notamment. Donc, on a un accord et cet accord-là passe complètement sous silence, nie en fait ces réalités-là. Puis on peut expliquer la raison pour laquelle cet accord n'inclut pas, par exemple,
la comptabilisation, en fait, des émissions produites par les armées. Il s'agit de sécurité nationale. Bien évidemment, c'est une réponse qui est simple, qui est facile et qui est compréhensible dans les circonstances, mais en même temps, quand on y réfléchit, refuser d'inclure ces émissions dans l'accord de Paris rend à toutes fins utiles les efforts que l'on fait actuellement. On peut douter en fait de l'impact réel que les efforts que l'on fait individuellement ou collectivement auront sur le réchauffement climatique. Troisième exemple de déni, 79% du plastique mondial se retrouve dans les dépotoirs alors que 12% alimente et brûlé pour alimenter des centrales d'énergie. Donc, 91% du plastique produit à l'échelle planétaire disparaît. Soit est brûlé, donc il devient du CO2 et d'autres sous d'autres formes de pollution, ou soit tout simplement il est envoyé au dépotoir. Or, ces émissions associées à l'enfouissement ou à la combustion du plastique, ces émissions aussi ont été exclues des inventaires nationaux d'émissions de CO2. On pourrait dire au Canada, on a un système de recyclage, mais même encore là, le recyclage a un effet absolument marginal, en fait, sur les quantités de plastique qui sont récupérées. Donc, 3 exemples assez simples, mais de déni, c'est-à-dire où on a peut-être accès à l'information, où on pourrait avoir accès à l'information, mais en droit, en fait, on décide d'opérer en nonobstant, en fait, cette absence ou l'absence de ces informations-là. Ou des fois, tout simplement, on décide de les mettre de côté parce que c'est plus simple pour conclure l'accord. Première stratégie, déni. Deuxième stratégie productrice d'ignorance en droit, la stratégie du leurre ou de la distraction. Le leurre ou la distraction, dans ce cas-ci, il s'agit de s'engager dans des activités qui détournent l'attention des problèmes inconfortables. Par exemple, récemment, la semaine dernière, la remise en place d'un système de consigne au Québec. À titre de rappel, à l'échelle mondiale, les taux de retour des canettes d'aluminium ont baissé de 20% entre 90 et 2000. Donc, le retour au chiffre des années 90 prendra encore des années. Et alors que la production d'aluminium primaire, elle, continuera de croître à l'échelle mondiale. Donc, le retour de la consigne ici, effectivement, ce n'est pas nécessairement pour critiquer le geste du recyclage, d'autant plus que l'aluminium, c'est probablement le produit le plus facilement recyclable et qui coûte le moins cher en énergie, en temps et en argent. Il en demeure pas moins ici que, en fait, imposer une responsabilité individuelle sur le fonctionnement d'une stratégie de recyclage qui vient d'être toute mise en place actuellement. En fait, elle m'apparaît comme une distraction ou un leurre par rapport à la production primaire qui, elle, continuera de croître. Et donc, ça, c'est un premier exemple de stratégie de leurre ou de distraction. Il y en va de même aussi avec les bouteilles de plastique, où seulement 9% en fait des bouteilles de plastique sont recyclées au Canada annuellement, alors que le plastique, là aussi, à usage industriel et commercial, est le plus important. Puis j'évoque le plastique parce que la semaine prochaine, il va y avoir une rencontre internationale pour discuter de la rédaction d'un traité visant peut-être la réduction, possiblement pas l'interdiction de production de plastique, de toute évidence, mais la réduction et un meilleur traitement, en fait, des produits de plastique après consommation. Mais il en demeure pas moins ici que dans le contexte actuel, en fait, on peut, au plan juridique, en fait, il n'y a pas nécessairement de réglementation forte qui s'impose aux entreprises productrices de plastique à usage unique, notamment, et on fait reposer sur la responsabilité individuelle, encore là, la gestion des externalités négatives liées à cette activité. Puis peut-être un troisième exemple de leurre ou distraction, c'est l'existence de conventions internationales telles que la Convention de Bâle sur le commerce des déchets dangereux, qui considère le plastique depuis 2021 comme un déchet dangereux. Or, les États-Unis, ici, dans ce cas-ci, un des principaux producteurs et consommateurs de plastique au monde, n'a pas ratifié la Convention. Et donc, dans ce cas-ci, on se retrouve avec une convention qui a un effet très, très, très marginal, mais sur laquelle toute l'attention est mise, alors que dans le contexte actuel, en fait, les États-Unis et d'autres pays occidentaux sont en train de développer, en fait, des accords bilatéraux d'investissement et de commerce dans lesquels ils incluent aussi le commerce de produits de déchets, nécessairement de plastique, de papier et d'aluminium, de façon à pouvoir passer sous le radar de la Convention de Bâle et continuer à faire ces exportations-là. Mais dans ce cas-ci, la Convention de Bâle, en fait, l'attention est mise sur cette convention-là alors que ses effets sont historiquement assez marginaux.
en termes de réduction du commerce des déchets, parce qu'en effet, le commerce des déchets a connu une croissance absolument exponentielle. Et si vous avez des investissements à faire en bourse, visez les entreprises de gestion des déchets parce qu'elles sont assurées de connaître une croissance absolument phénoménale au cours des prochaines années. Une dernière stratégie, après le leurre, la distraction et le déni, c'est le déplacement du problème. Il s'agit du processus par lequel un objet ou une activité, j'en prends un peu la définition proposée par Steve Rainer. Ici, il donnait l'exemple d'un modèle informatique qui est conçu pour informer la gestion d'un phénomène du monde réel qui devient lui-même l'objet de la gestion. Et donc, le déplacement ici est plus subtil que le détournement ou le leurre, la distraction, parce qu'il substitue un problème qui semble plus gérable. Je vous donne des exemples. Passons aux politiques de décarbonisation de l'économie et d'adaptation au changement climatique, alors qu'il n'y a pas nécessairement d'actions mises sur la mise en place d'économies circulaires ou la décroissance, qui sont vraiment possiblement les seules stratégies qui vont nous permettre de réduire de façon conséquente la production de CO2 et de déchets notamment. Pensez aussi, puis nous sommes tous des juristes dans cette salle où on a un intérêt pour le droit, pensez à tous les débats relatifs aux conflits de juridiction qui deviennent souvent la focale, mais alors qu'on oublie en fait les origines du problème eux-mêmes. Et dans le contexte de la gestion des déchets à l'échelle globale et la réduction en fait de la pollution, CO2 notamment, en fait, les conflits de juridiction, souvent dans les débats, puis on va peut-être le voir d'ici 2 semaines dans le contexte de la COP28, vont possiblement venir les objets principaux de la discussion, alors que la discussion sur les taux de CO2 et la production de CO2 va peut-être être reléguée à l'arrière-plan. Peut-être un dernier exemple de déplacement de la focale qui nous permet d'oublier un peu le problème original, c'est celui de la fragmentation du droit. Puis ça, c'est possiblement le déplacement le plus intéressant, mais aussi le plus insidieux d'une certaine façon. Les déchets, en fait, sont un problème pour le droit de l'environnement. Donc, c'est le droit de l'environnement qui a pour objectif, mandat de les gérer. De penser au débat sur la fonderie Horn, notamment, où, en fait, on essaie, avec le droit de l'environnement au Québec et la réglementation, de contrôler, en fait, les émissions. Mais pour comprendre, par exemple, le débat sur la fonderie Horn, il faut comprendre, en fait, pas juste le droit de l'environnement au Québec, mais il faut comprendre le droit international économique. Parce qu'en fait, la fonderie Horn, c'est la plus grande usine de traitement des déchets informatiques e-waste en Amérique du Nord. Et donc, pour qu'ils arrivent à la fonderie Horn pour être traités là-bas et décomposés, il faut qu'ils arrivent d'un peu partout dans le monde, notamment des États-Unis et du Mexique. Et ça, ce qui permet la circulation de ces déchets, en fait, aujourd'hui, nous, on traite des déchets, mais en fait, ce qui permet leur circulation, c'est parce qu'ils sont considérés comme des ressources. Et donc, ici, il faut s'intéresser aux droits économiques, aux accords commerciaux, pas juste à l'accord de l'OMC, mais aussi à l'accord Canada, États-Unis, Mexique, qui permet la circulation des déchets aussi transfrontières, qui la facilite. Mais il faut aussi s'intéresser aux droits douaniers. Si vous vous intéressez aux droits douaniers, avec les petits codes, j'ai été douanier dans une vie antérieure, mais en fait, ce qui se passe avec le droit douanier, en fait, c'est une requalification, en fait, de la chose. Un ordinateur qui ne sert plus à rien rentre dans le système commercial et par le droit douanier devient on lui attribue un code SH du système harmonisé, il devient un 8500 avec une série de chiffres et partant, en fait, il devient un produit commercialisable avec une valeur qui peut être rachetée, par exemple, par la compagnie propriétaire de l'usine et de la fonderie Horn et qui justifie son transport et son traitement chez nous. Donc, bref, il y a cette relation droit de l'environnement sur laquelle on met beaucoup l'accent, mais ça déplace un peu la focale sur toutes les autres sphères du droit qui ne sont pas nécessairement du droit de l'environnement, mais qui ont un impact peut-être tout aussi important sur la gestion des déchets, de la pollution, que ce droit de l'environnement. Et en mettant cette focale sur le droit de l'environnement, on oublie que ces autres systèmes juridiques, dans un contexte de système juridique fragmenté à l'échelle internationale, et même à l'échelle nationale, mais on constate qu'on oublie de s'intéresser à possiblement ce qui est le moteur de cette gestion à l'échelle mondiale, qui est le droit économique général. Donc, c'est juste un exemple de déplacement qui est une autre stratégie qui permet de produire de l'ignorance à propos de ce qui se passe et de la façon dont on gère les déchets et la pollution. Je vais terminer avec juste 4 petites conclusions très rapides, puis après ça, je vais prendre vos questions, vos commentaires avec plaisir. En fait, le but de la présentation, c'est la toute première fois que je présentais en français. Ça, c'est la deuxième fois que je le fais
que je parle d'ignorance, c'est surtout pour inviter les juristes, qui soient des juristes internationaux, mais aussi des juristes engagés dans la défense de l'environnement, notamment à l'échelle nationale ou locale, à s'intéresser à la littérature croissante sur l'agnotologie, ainsi principalement des études en sciences et technologies, ou STS, Science and Technological Studies en anglais. Deuxième petite conclusion, que l'ignorance est une condition essentielle, voire nécessaire de notre conception occidentale du droit et de la démocratie, et partant, il importe donc de s'y intéresser pour en comprendre les ressorts réels et très matériels et en comprendre les impacts sur le fonctionnement de nos systèmes juridiques et politiques. Le savoir est une source du pouvoir, nous disait Michel Foucault. J'ajouterais que le non-savoir est aussi une source de pouvoir. Le droit ne produirait donc pas uniquement des connaissances, des vérités et des savoirs. Il pourrait aussi opérer au travers du non-savoir, de l'ignorance, et participer aussi et devenir une ressource pour le pouvoir. Dernière conclusion, discussion sur un futur traité sur le plastique, l'interdiction de plastique. Ça, c'est ce que je suis. La réunion va avoir lieu au Kenya la semaine prochaine. Puis, en fait, dans 2 semaines, dans 3 semaines, ce sera la COP28. Il faudra être à l'affût face à la mobilisation anticipée de l'ignorance stratégique dans la rédaction du traité sur le plastique, mais aussi dans le cadre plus large des négociations sur la réduction des gaz à effet de serre. Puis juste à titre de rappel, comprendre le plastique et agir sur le plastique, c'est aussi agir sur les émissions de CO2 parce que, en fait, les deux sont liés à des énergies fossiles, à la production des énergies fossiles. Et on constate historiquement, même avec la réduction de la production d'énergie fossile, on constate que les entreprises déplacent leurs activités vers la production de plastique. Et si on veut penser à la décarbonisation de l'économie et de notre monde, il faut penser plastique et énergie fossile en parallèle et de façon conjointe. Donc, mais juste à titre de rappel, gardez en tête, dans ce que vous allez entendre dans les commentaires au cours des prochaines semaines, d'ici la fin du mois, pensez aussi à ce qu'on ne dit pas et à ce qu'on ne voit pas dans les commentaires ou dans les textes qui vont peut-être émerger de ces discussions dans le contexte du plastique au Kenya et dans le contexte de la prochaine COP28. Voilà, je m'arrête ici. Heureux d'entendre vos questions ou commentaires. Merci de votre attention. Merci beaucoup, professeur Barsalou. C'était vraiment super intéressant, très d'actualité. Ça m'a fait sortir un peu de ma bulle d'ignorance pour apprendre un peu sur ton nouveau projet, mais aussi sur cette courante littéraire qui, en fait, j'ignorais. Pour être certaine, j'essaie d'arrêter les blagues, mais justement, qui me paraît très intéressante. Alors, l'idée ici, c'est que je te poserai certaines questions ou certains commentaires juste pour commencer la discussion, mais ensuite, je sais que tu veux avoir aussi des questions et des commentaires pour continuer tes recherches et ton article et ton papier sur la question qui, d'abord, j'ai eu le plaisir de lire une première ébauche, puis c'est super intéressant. Alors, merci beaucoup d'avoir partagé, mais aussi d'avoir partagé aujourd'hui tes propos sur l'ignorance, sur les projets que tu mènes depuis déjà quelques années sur les déchets. Alors, peut-être 2 catégories de questions. La première catégorie, en fait, sur l'idée d'ignorance en tant que manque de connaissances ou cette idée d'ignorance de bonne foi ou de mauvaise foi, et un peu lié avec ces commentaires, questions. Je me demande, tu nous as parlé de certaines catégories d'ignorance. Alors, distraction, déni, de placement du problème. Puis, je pense, je mets aussi mon chapeau un peu droit international pénal ou droit pénal d'aveuglement volontaire. Je me demande si ça peut s'appliquer dans les contextes des déchets, de la crise des déchets, de la crise climatique mondiale. Est-ce que ça rentre dans une de tes catégories ou est-ce que c'est une catégorie à part? Ça me semble un peu comme les dénis peut-être, mais peut-être c'est une catégorie à part, puis ça me semble très présente en fait dans tout ce qui a trait aux déchets, puis surtout la crise climatique plus en général. Peut-être ça, c'est ma première catégorie alors des questions, cette idée d'ignorance positive. On sait ce on devrait savoir ce qu'on ne connaît pas. L'ignorance en tant que source de pouvoir.
Mais il y a aussi cette idée d'ignorance négative et d'aveuglement volontaire ou on ignore parce qu'on veut pas porter une solution au problème. Je ne sais pas si c'est une question qui t'intéresse dans le cadre de ta recherche, puis peut-être je te laisse répondre à ça, puis j'ai une autre question qui est plutôt sur méthodologie, cadre du travail. Alors, je t'amène ailleurs, en fait. C'est bon. Merci, professeur Cohen, pour les commentaires. En fait, ce que j'ai présenté aujourd'hui, c'est vraiment un tout petit faisceau d'un univers qui est très, très large. Parce qu'il faut penser l'ignorance, on peut le penser de différentes façons. Ça peut être la stupidité, qui pourrait être productrice d'ignorance. La foi pourrait être considérée comme productrice d'ignorance. On peut imaginer le secret, etc., etc. Il y a plusieurs façons de produire l'ignorance. Puis aujourd'hui, j'essaie peut-être d'essayer de lier ignorance et droit dans un contexte très particulier parce que dans le contexte du droit, on est vraiment dans une perspective très, à mon sens, très fonctionnelle, axée sur les résultats. Et donc, il y a vraiment, il y a vraiment une certaine forme de rationalité qui est plus à l'œuvre dans ce contexte-ci. Pour venir à la question de l'aveuglement volontaire, oui, effectivement, il y a Peter Burke, qui est un historien des idées, qui a publié un bouquin chez Yale University Press plus tôt cette année sur Ignorance and Global History. Puis à la toute fin du livre, en fait, il présente 57 formes d'ignorance. Et donc, il y a des ignorances qui sont négatives, des ignorances qui sont positives, parce qu'il y a tout un pan que j'ai passé outre, sur lequel j'ai passé outre, c'est sur le rapport aussi à l'ignorance. Et historiquement, par exemple, au moment de la Renaissance, et même chez Socrate, je l'ai évoqué rapidement, l'ignorance, en fait, est la source du savoir. Et donc, chez Descartes aussi, chez Locke, l'ignorance est une condition préalable, voire nécessaire pour l'apprentissage et le développement des connaissances et la formulation d'une opinion à propos des choses et à propos du monde. Bon, ça, c'est une partie de la réponse, mais d'un autre côté, chez les protestants, on voit l'ignorance comme le produit de la paresse et partant peut-être comme quelque chose de négatif. Donc, l'ignorance ici stratégique, c'est vraiment de voir, c'est pas de dire qu'il y a une ignorance qui est positive ou négative dans ses origines, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui complote, il y a des gens qui manipulent les choses. Souvent, ça opère sur vraiment des registres qui n'ont rien à voir avec la volonté d'ignorer certaines choses ou de garder certaines choses secrètes. C'est simplement dans les modes d'opération. Et des fois, c'est simplement des biais, etc., etc. Puis, pour la question de l'aveuglement volontaire, oui, effectivement, je pense qu'il y a ça. Puis c'est aussi l'aveuglement volontaire par rapport à certains problèmes. Des fois, c'est juste une conséquence ou un sous-produit qui est, somme toute, logique dans les circonstances face à l'immensité des problèmes et face à la complexité des problèmes. C'est facile pour moi de dire, ah, ben, vous n'êtes pas touché à tel problème, mais je ne suis pas nécessairement parti à la négociation. Mais pour avoir fait un petit peu de négociation, je sais que c'est compliqué. Et il y a plusieurs dimensions et plusieurs objets. Puis des fois, en se concentrant sur certains objets, on peut oublier d'autres objets ou on peut dire dans la négociation, on va mettre l'accent sur telle et telle chose parce que c'est là qu'on peut faire des gains, puis on va laisser de côté certains autres éléments. Donc, mais la question de l'ignorance stratégique, c'est aussi d'être conscient que ça peut être aussi mobilisé dans certains cas. Puis quand on affirme des choses ou on met sur papier, dans le cadre d'un traité, d'une loi, d'un règlement, certaines choses, c'est qu'on le fait à l'exclusion d'autres éléments, d'autres idées qu'on aurait peut-être pu inclure, par exemple. Les débats sur les taux de pollution, etc. Pourquoi on choisit ces taux-là, puis qu'est-ce qui a mené à la décision d'accepter un taux de 0,01 plutôt que 0,02. Des fois, ça peut être anecdotique, des fois, ça peut être simplement une bulle d'air au cerveau, la préférence d'une personne. Mais ce faisant, en fait, stratégiquement, en fait, le droit participe à produire, donc à mettre en lumière certaines choses, à jeter de l'ombre sur d'autres. Le deuxième enjeu, puis ça, je pourrais peut-être, pour ça, je vais offrir une réponse qui est, comme d'habitude, incomplète, mais c'est que l'ignorance aussi, c'est pas un problème qui est propre au droit. C'est un problème, quand on l'analyse du point de vue de l'université dans laquelle on est, c'est un problème qui est multidisciplinaire. En psychologie comportementale et cognitive, on appelle ça les biais cognitifs. En économie, on appelle ça l'incertitude. En sociologie, en fait, Simmel, le sociologue allemand, s'est intéressé au tournant du 20e siècle aux sociétés secrètes. En études féministes, je l'ai évoqué, les épistémologies féministes, les épistémologies du Sud s'intéressent à ça depuis 25-30 ans. Et donc, c'est aussi un problème multidisciplinaire, dans la mesure où
prendre l'aveuglement volontaire, on peut l'analyser de certaines façons. Dans le cadre de ce projet-ci, je ne serais pas capable de le faire parce qu'il faut mobiliser une série de disciplines. Mais celle qui m'apparaît peut-être la plus à même de jeter une lumière générale là-dessus, c'est la sociologie, dans la mesure où elle s'intéresse aux rapports sociaux, mais aussi s'intéresse aux rapports de pouvoir aussi dans la société. Et elle-même, c'est une approche qui est extrêmement interdisciplinaire, qui emprunte en anthropologie, au géographe, etc. Et donc, moi, j'ai pris ce problème-là de la lorgnette de la sociologie, qui a développé ces concepts-là, et en particulier de la sociologie de la professeure McGoey. Mais pour comprendre la question de l'aveuglement volontaire, il faut ouvrir une boîte de Pandore, parce que c'est une boîte qui nous appelle à maîtriser ou à tout le moins avoir conscience du caractère multidisciplinaire du problème auquel je m'attaque. Voilà. Je ne sais pas si c'est une réponse qui est intéressante. Tout à fait intéressante. Oui, merci beaucoup. En fait, j'ai beaucoup de questions. Je trouve ça vraiment un terrain très fertile pour les réflexions. Je ne vais pas essayer de monopoliser la parole parce que justement, on peut continuer la conversation après la conférence et je veux laisser les temps aux étudiants et étudiantes, membres du public à poser des questions. Mais juste pour mettre ici les deux points sur des sujets qui m'intéressent, que tu as touché, la fragmentation du droit, c'est un sujet très chaud en droit international, comme tu sais, et surtout sur la crise climatique. Alors, la fragmentation du droit international, comment ça joue à contrer la crise climatique. Et aussi la question et que tu avais mentionné sur les traités pour la réduction du plastique. Je me demande beaucoup les rôles des traités, ça c'est juste un intérêt personnel dans mes recherches, les rôles des traités en droit international pour vraiment résoudre des problèmes majeurs qu'on a, justement les problèmes des déchets plastiques, les problèmes des changements, réchauffement climatique. Alors, peut-être je peux avoir tes idées plus tard. Mais ma question précise, puis je vois qu'il y a des étudiants et étudiantes dans la salle, c'est surtout une question à double volet. Le premier volet, c'est comment tu t'es intéressé par ce domaine émergent de la réduction des déchets. C'est vraiment en sorte si on pense au droit international comme la mère des domaines. Là. On a les sous-domaines, le droit international de l'environnement. Puis ensuite, on a un autre sous-domaine qui est, peut-être, c'est ma compréhension, mais peut-être je me trompe, tu me diras, qui est cette sous-catégorie de déchets. Mais peut-être dans ma question, je fais déjà de la fragmentation un peu. Alors, tu me diras si c'est le cas. Puis, un peu en lien avec ça, un peu dans cette idée d'explorer des avenues pour nos étudiants et étudiantes dans la salle et en ligne. Quel est le cadre théorique ou épistémologique que tu adoptes dans ta recherche sur l'ignorance et comment est-ce que tu as trouvé ces cadres-là? Parce que c'est tellement une question intéressante que je me demande, mais est-ce que tu le mets dans les post-colonialismes du droit international, dans les féminismes ou en fait, tu l'analyses un peu à l'égard de toutes ces courantes plus critiques du droit international? Voilà. Merci. Je peux choisir grande question. Tu réponds. Le rôle des traités, je pense que les traités jouent un rôle fondamental dans la mesure où ils permettent de mettre l'accent en fait sur un problème et de forcer la discussion sur ces questions-là. Donc, l'idée ici, c'est pas de remettre en question la pertinence, mais aussi les traités, comme n'importe quelle loi, comme n'importe quel règlement, ont cette fâcheuse habitude de structurer les problèmes d'une certaine façon, à l'exclusion d'autres façons de structurer et de parler des problèmes. Et donc, c'est cet effet structurant qui m'intéresse. Et souvent, quand on est juriste, on va s'intéresser au texte, mais on ne s'intéressera pas à l'extérieur du texte. Je sais qu'il y a quelqu'un qui s'intéresse à la pensée de Deleuze en arrière. J'ai l'extérieur du texte, mais blague à part, c'est cette dimension-là. Donc, mais comment j'y suis arrivé, ça va peut-être permettre de comprendre un peu plus ma position sur les traités. En fait, c'est arrivé, c'est un coup de tête en 2015. Je vous raconte une anecdote. En 2015, il y avait eu l'accord de Paris. Puis, en fait, en lisant en diagonale l'accord, je constatais que, un, c'était plus du droit international économique qu'autre chose qu'on faisait. Puis deux, on appelait ça le CO2 ou la pollution par le CO2, mais ce qui est fondamentalement de la pollution, c'est l'effet
d'une chose que l'on nomme pas, mais le CO2, c'est du déchet. C'est une externalité négative qui est issue de nos activités économiques, au même titre que les déchets, les vêtements ou que les ordinateurs qu'on utilise, etc., mais qu'on a renommé d'une autre façon pour peut-être être capable d'agir dessus. Mais comprendre le CO2, il faut le comprendre comme un déchet. Et donc, la question ici, c'est surtout pas juste la réduction de la pollution. La pollution, c'est l'effet que le déchet a sur l'environnement dans lequel on habite. Et c'est à partir de ce constat-là, j'avais écrit un magnifique éditorial pour Le Devoir avec un titre extraordinaire. Et finalement, ils ont juste pris mon titre, ils l'ont collé sur le texte de quelqu'un d'autre. Puis mon texte n'a jamais été publié. Mais ça a commencé comme ça en 2015, un peu sur un coup de tête. À ce moment-là, j'étais à l'université McGill. C'est aussi un intérêt personnel dans la mesure où peut-être que Derek sera capable de témoigner de ça, mais j'ai toujours pris un malin plaisir à essayer de dire le contraire de ce que les gens disent dans la majorité. Mais ça, c'est ma psychanalyse. On gardera ça pour après ma présentation. Mais de façon plus formelle, en fait, tous mes travaux s'inscrivent vraiment dans une perspective critique, ancrée dans la pensée de l'école de Francfort. Chez Marx aussi, bon, je suis camien par la force des choses. Puis, je vois l'analyse de l'ignorance, en fait, comme le prolongement, puis une certaine forme de concrétisation de cette pensée-là. C'est-à-dire qu'au plan méthodologique, on développe des concepts puis des idées qu'on est capable d'appliquer peut-être de façon un peu plus, je dirais, empirique, si je peux me permettre, que ce que la pensée critique nous permet de faire avec des concepts plus généraux d'idéologie, notamment. Et donc, l'idéologie pour apparaître du point de vue de l'analyse de l'ignorance comme une forme d'ignorance d'une certaine façon, même titre que la foi. Et donc, mais on essaie de décortiquer ça, puis l'agnotologie a développé des outils, qui sont plus formels et qui permettent d'entrer empiriquement, en fait, la réflexion, la recherche, et qui dépasse souvent le slogan de « Ah, ben c'est une réponse idéologique », mais qu'est-ce que ça signifie concrètement? C'est quoi les effets? Donc, ça s'inscrit, je pense, l'agnotologie dans la poursuite de la pensée critique d'une certaine façon. Et c'est de cette façon-là que j'ai commencé à m'y intéresser. Pour venir aux traités, donc, les traités sur la réduction du plastique, etc., je pense que ça va être essentiel, juste si ce n'est que pour documenter la chose, parce que on a produit une quantité phénoménale de plastique depuis 1950 et cette production va connaître une croissance encore plus extraordinaire d'ici 2050. Et le problème plus général, c'est qu'on ne sait pas qu'est-ce qui était devenu de ce plastique. On commence simplement à comprendre où il se trouve. Et ce qu'on réalise, il y en a dans la fosse des Mariannes à 11 km de profondeur dans la mer, il y en a dans les nuages, il y en a possiblement dans l'eau qu'on consomme et on en a retrouvé dans le lait maternel. Donc, de ce point de vue-là, en fait, on commence juste à mettre des mots puis à comprendre où le plastique se trouve. On n'a pas encore compris l'ampleur des effets. Et discuter du traité permet de mettre la lumière sur cette chose qu'on découvre lentement, puis on va commencer à découvrir un peu les effets néfastes et ça va s'accélérer. Et le traité a, je pense, cette fonction-là. Au-delà de t'autoriser, d'interdire, il met en lumière ça, il va permettre de documenter et d'offrir un financement qui va permettre de faire la recherche, etc. Et je pense que je le vois plus dans ce sens-là, le rôle du traité, plutôt qu'un document qui va autoriser et interdire, parce que à l'état actuel, on ne parle pas nécessairement en termes obligatoires de réduction de la production, puis on ne parle pas non plus en termes obligatoires d'instruments de reddition de comptes dans le domaine, pour le moment. Donc, les discussions qui vont avoir lieu la semaine prochaine, puis à Ottawa à la fin du mois d'avril. Ça va être la 4e réunion, si je ne m'abuse, sur ce traité-là, en avril prochain. Pour le moment, on ne s'enligne pas là-dessus. On s'enligne simplement pour une première documentation d'une certaine façon et établir, en fait, un baseline, donc un socle sur lequel on va commencer à construire au fil des années peut-être des obligations positives, peut-être plus conséquentes. Voilà. Merci beaucoup.